Bonjour à tous et bienvenue à la correction de l'examen formatif final. Alors, dans le premier problème, ici, essentiellement, on lance un projectile avec un ressort qui est initialement comprimé de 50 cm, puis il y a du frottement, donc ça veut dire que le frottement va faire un travail non conservatif sur le projectile. Donc, à la sortie du canon, le projectile va effectuer une chute libre en deux dimensions et on nous demande de calculer deux choses. La portée du projectile, ça veut dire que c'est la distance parcourue horizontalement pendant le vol. Et on me demande aussi la hauteur maximale là, que va atteindre le projectile. Alors, comment on fait ça? Première chose, c'est qu'on va se faire un axe Y qui pointe vers le haut pour appliquer le principe de conservation de l'énergie pendant qu'il est dans le canon. Seulement pendant qu'il est dans le canon. Ça va être ma première étape. OK, je suppose que le fond du canon, c'est mon Y initial. Puis c'est 0 parce que, bon, c'est moi qui décide où je mets mon origine. Donc le fond du canon, c'est 0. Ça veut dire que 50 cm plus loin, c'est là que le projectile va sortir du canon. Et donc, j'ai parcouru 50 cm comme ceci, en diagonale, avec une inclinaison de 45 degrés. Et donc, à la sortie du canon, je vais appeler ça mon Y final. Bon. Pour trouver Y final, je peux le faire parce que vous voyez qu'on peut former un triangle rectangle ici. Et donc, mon Y final, c'est la hauteur du triangle. Donc, c'est 0,5 fois sin de 45. On fait le calcul, ça donne 0,3536. Bon. Avec ça, ensuite, je peux appliquer ma conservation d'énergie là-dessus, seulement pendant qu'on est dans le canon. Comme deuxième étape, là, j'irai voir ce qui se passe là, dans la chute libre en deux dimensions. Donc, K initial plus U initial plus le travail non conservatif est égal à K final plus U final. Donc, au fond du canon, il n'y a pas encore de vitesse, parce que le ressort est comprimé, puis on lâche le ressort. Tout le reste, ça vaut quelque chose. Alors, énergie potentielle gravitationnelle, c'est de l'énergie potentielle... Non, pardon. Énergie potentielle initiale, c'est de l'énergie potentielle élastique. Parce qu'on n'a pas de hauteur, mais on a une compression dans le ressort. Travail non conservatif, ça va être la force de frottement, fois le déplacement, fois cosinus de l'angle entre les deux, c'est 180 pour le frottement, parce que le frottement est opposé au déplacement de 50 cm. L'énergie cinétique finale, 1/2 masse fois vitesse finale, et l'énergie potentielle finale, c'est de l'énergie potentielle gravitationnelle, parce que là, le ressort n'est plus comprimé, mais par contre, j'ai une hauteur là, de 0,3536. Donc ça, ce sera mgy final. Bon, rendu là, je peux remplacer par les chiffres. Donc 1/2 fois 2000 fois 0,5 au carré, plus le frottement de 5 newtons qui est donné dans l'énoncé. Le déplacement, c'est 50 cm qu'on n'oublie pas de mettre en mètres, 0,5. Cos de 180, c'est moins 1. 1/2 de la masse de 0,5 fois la vitesse finale au carré qui est mon inconnu, plus la masse de 0,5 fois 9,8 fois Y final qui est 0,3536. Bon, je vous épargne l'algèbre, on a tout ce qu'il faut pour trouver vitesse finale, on le trouve 31,35 mètres par seconde. Voilà, première étape terminée. J'ai trouvé la vitesse avec laquelle va sortir le projectile du canon. Donc ici, là, quand le projectile sort, il se déplace avec la vitesse de 31,35. Bon. Première étape de fait. Deuxième étape. Là, je m'en vais voir ce qui se passe dans ma chute libre en deux dimensions. Là, il faut faire attention, parce que si on regarde le schéma qui est ici, par rapport au sol, la hauteur initiale de la balle, autrement dit, la hauteur à laquelle la balle sort du canon, ça ne sera pas 0,5 fois sin de 45. Ça va être 0,8 fois sin de 45. Moi, tantôt, j'ai utilisé 0,5 fois sin de 45 parce que j'ai décidé de mettre mon origine ici, là, vis-à-vis là, la compression maximale. Mais la réalité, c'est que la balle, par rapport au sol, va sortir à une hauteur égale à 0,8 fois sin de 45. Donc, ça ben, il faut faire attention à ça. Ça veut donc dire que mon Y initial, autrement dit la hauteur par rapport au sol à la sortie du canon, ça sera, comme je viens de le mentionner, 0,8 fois sin de 45. Et ça donne 0,56
57. Voilà. Ensuite, pour ce qui est des vitesses initiales, donc, ma vitesse finale de la première étape devient la vitesse initiale de la deuxième étape. Quand on sort du canon, ben ça, c'est mes vitesses initiales, en fait. Vitesse initiale en X, ça va donc être 31,35 fois cos de l'inclinaison, donc 45. Et vitesse initiale en Y, ça va être 31,35 fois sin de 45. Donc, quand on fait le calcul, ben, ça va me donner le même chiffre, bien sûr, parce que c'est un angle de 45. Donc, le cos et le sin vaut la même chose. Là. Ça donne 22,17. OK. Donc, ça, c'est beau. Maintenant, je vais aller faire une équation en Y pour trouver le temps que ça prend. Puis ensuite, je vais faire une équation en X pour trouver la distance parcourue en X. OK? Donc, en Y. En Y, on va utiliser la deuxième équation du MUA. Y final est égal à Y initial plus vitesse initiale en Y fois le temps t plus 1/2 accélération en Y fois le temps t au carré. Bon. Je sais que mon Y final, c'est 0, hein, parce que je veux savoir quand est-ce que la balle revient au sol, le sol étant mon niveau 0. Vitesse initiale en Y, je l'ai trouvé. Je cherche le temps t. Ah oui, et l'accélération en Y, je la connais. Pendant que la balle est en chute libre, son accélération, c'est moins 9,8, comme on a vu cinématique chapitre 1. Donc, 0 égale 0,5657 plus 22,17 fois le temps t, moins 1/2 fois 9,8 fois t carré. Bon. On isole t carré, là, je vous épargne les détails. C'est un polynôme degré 2, donc on trouve deux solutions. On trouve moins 0,02 quelque chose, c'est négatif. Un temps négatif, évidemment, ça fait pas de sens. Donc, c'est pas lui qu'on garde. Nous, on va conserver l'autre qui est 4,5499. Bon, je garde 4 chiffres significatifs, là, mais je pourrais arrondir ça à 4,55. Ça ferait pas grande différence. OK. Ça, c'est le temps que ça prend pour que la balle revienne au sol. Maintenant, je veux aller faire la même chose en X, parce qu'en X, je pourrais trouver la distance horizontale parcourue. Et X initial, bon, je peux poser que c'est 0. X final, c'est ce que je cherche. C'est le but de la question en A, trouver la portée. J'ai pas d'accélération en X, hein, parce qu'en chute libre, mon accélération est seulement en Y. Ensuite, le temps T, ben, je le connais, je viens de le trouver. C'est 4,5499. Et bon, ma vitesse initiale en X, je l'ai trouvée en haut, donc je ne la réécrirai pas là. Mais donc, même chose, deuxième équation. Position finale est égale à position initiale plus vitesse initiale en X fois le temps T plus 1/2 accélération en X fois T0, fois T à la 2. J'ai pas d'accélération en X, donc le troisième terme, je le pose égal à 0. Donc, je cherche X initial c'est 0, plus 22,17 fois 4,5499. On trouve donc la position finale en X, qui est ma réponse, c'est la portée. Je trouve 100,9 mètres. Voilà ma réponse pour le A. Pour le B, on me demande de trouver la hauteur maximale qu'atteindra le projectile. Donc, c'est encore un problème de MUA, chute libre en 2 dimensions. Donc, on repart encore une fois avec mon Y initial qui est de attendez un instant, 0.5657. Ma vitesse initiale en Y, quand on sort du canon, bon, c'est encore 22,17. J'ai toujours une accélération en Y de moins 9,8. Je cherche la hauteur maximale. Donc, la hauteur maximale, c'est lorsque ma vitesse en Y finale va être égale à 0. Hein, parce qu'on sait qu'au sommet de la trajectoire, j'ai plus de vitesse en Y pendant un bref instant. Donc, je cherche Y finale. Pour faire ça, je vais utiliser la quatrième équation. Vitesse finale en Y est égale à vitesse initiale de 22,17. Oups, excusez-moi, je vais vous écrire l'équation vierge en premier, là. Celle-là. Voilà. Bon. C'est ça que je vais remplacer ici.
Vitesse finale, c'est 0. Vitesse initiale, 22,17. 2 fois l'accélération de moins 9,8. Fois y final, qui est mon inconnu, moins y initial, qui est 0,5657. Donc, ça c'est au carré. Donnez-moi un instant, je vous le calcule. On réussit comme ça à trouver position finale, donc la hauteur maximale de 1,697 mètres. Non, ça fait pas de sens. Attendez. Je me suis rendu compte que j'avais une faute dans mon corrigé, donc c'est pour ça que je dois le faire live. Là. Ouais, ça fait plus de sens. Voilà, ok, ça marche. 25,6 mètres. Ça, c'est bon. Voilà. OK, numéro 1, terminé. Numéro 2. Numéro de collision en 2 dimensions. Donc, on a une patinoire, une rondelle de hockey entre en collision avec une seconde rondelle initialement au repos. La rondelle 1 a une masse de 1 kg et la rondelle 2 a une masse de 0,7 kg. La première rondelle repart après la collision avec une vitesse de module de 0,9 m par seconde et une direction de 30 degrés, comme on peut voir sur le schéma ci-bas. La deuxième rondelle part après la collision avec un angle de 50 degrés par rapport à l'horizontale. Et on nous demande deux choses. Trouver le vecteur vitesse finale de la deuxième rondelle, donc après la collision, et trouver le vecteur vitesse initiale de la première rondelle, donc avant la collision. OK, donc allons-y. Commençons par juste décomposer notre conservation de la quantité de mouvement. Parce que c'est toujours ça qui se passe. Lors d'une collision, la quantité de mouvement est conservée. Donc, première étape, on va le faire en X. Donc, somme des quantités de mouvement initiales en X est égale à somme des quantités de mouvement finales en X. Donc, initial, il y a seulement la balle 1 qui se déplace vers la droite. La balle 2 ne bouge pas encore. Donc, ça veut dire que du côté initial, il y a seulement la masse de la balle 1 fois la vitesse de la balle 1 initiale en X. Du côté final, là, les deux balles se déplacent en X. Hein? Ben, elles se déplacent en diagonale, mais les deux ont une composante en X. Donc, on va pouvoir dire masse de la balle 1 fois vitesse de la balle 1 finale en X, plus masse de la balle 2 fois vitesse de la balle 2 finale en X. Voilà. Étape d'après, ben, on remplace. La masse de la balle 1, c'est 1. Fait que je vais juste ne pas la mettre, là. Je vais juste écrire V1IX. Bon, tiens, pour que ce soit clair, voilà. 1 fois ça, égale, encore 1, fois la vitesse finale en X. La vitesse finale en X, je peux la trouver, bien qu'on ne me la donne pas directement. On me dit dans l'énoncé que la rondelle, c'est des rondelles, excusez-moi, la rondelle part avec une vitesse de 0,9 et une direction de 30 degrés. Ça veut dire que si je la décompose en X, cette vitesse-là, 0,9 comme ceci, par rapport à 30 degrés comme ça veut dire que sa vitesse en X, comme ça, ben, ça sera 0,9 fois cos de 30. Donc, fois 0,9 fois cos de 30. Masse de la balle 2, c'est 0,7. Vitesse finale en X de la balle 2. Bon, ben là, il faut faire essentiellement la même chose. La balle 2, hein, elle est là. Elle s'en va vers le bas comme ceci. On sait qu'on a un angle de 30 degrés. Donc, 50 degrés, pardon. Je ne connais pas la grandeur de la vitesse 2 finale. L'hypoténuse, je ne la connais pas. Mais je peux quand même écrire la vitesse finale en X à l'aide de ce que j'ai là, c'est-à-dire vitesse 2 finale fois cos de 50. Parce que je le sais que ça va quand même être le côté adjacent, ici, là, celui que je cherche. Okay? Donc, étape d'après, je peux simplifier. Là, il y a des chiffres là-dedans que je peux pitonner. Donc, j'obtiens vitesse de la rondelle 1 initiale en X doit être égale à 0,7794 plus 0,7 fois cos de 50, là, ça me donne 0,44995. Bon, difficile d'arrondir ça.
fois vitesse finale de la rondelle 2. Donc, ça, c'est ma première équation. Évidemment, je ne peux pas aller plus loin parce que j'ai deux inconnus. Donc, je dois aller faire ma deuxième petite étape où est-ce que là, je vais faire ma collision en Y. En Y, j'ai une somme de quantité de mouvement initiale est égale à la somme de quantité de mouvement finale, toujours en Y. Du côté initial, il n'y a rien qui se déplace en Y. Okay, la rondelle 2 est arrêtée, donc c'est sûr qu'il n'y aura pas de quantité de mouvement. Puis la rondelle 1, initialement, elle va seulement vers la droite. Donc elle va seulement en X, ça veut dire qu'en Y, il n'y a rien. Donc, côté gauche, 0. Côté droit, bon, là on a quelque chose. La balle 1, bien sûr, se déplace en Y, donc fois vitesse de la balle 1 finale en Y, plus masse de la balle 2 fois vitesse de la balle 2 finale en Y. Bon, j'arrête pas de dire que c'est des balles, mais c'est des rondelles. Okay. Je remplace les choses. Masse de la rondelle 1, c'est 1. Vitesse finale en Y. Bon, là, si je reviens à mes petits schémas, vitesse finale, hein, c'est le côté opposé à l'angle de 30 degrés. Donc, je vais faire 0.9 fois sin de 30. Plus masse de la balle 2, c'est 0.7. Et là, même chose. Pour la rondelle 2, c'est la vitesse qui est opposée à l'angle de 50. Je ne connais toujours pas la grandeur de l'hypoténuse, mais c'est pas grave, je peux quand même l'exprimer en fonction de l'hypoténuse V2F. Et là, il y a un autre petit détail, c'est que ma vitesse, ma composante, la vitesse en Y, celle-là, là, V2FY, on voit qu'elle pointe vers le bas. Bien, vers le bas, ça va être négatif selon mon système d'axe classique. Puis on n'oublie pas qu'une quantité de mouvement, c'est vectoriel. Donc quand c'est négatif, il faut le mettre négatif. Donc, on ouvre la parenthèse, on met un moins. Hypoténuse vitesse finale de la rondelle 2 fois, comme j'ai mentionné tantôt, sin de 50. Voilà. Et donc, voyez-vous, de cette équation-là, j'ai un seul inconnu. C'est V2F. Donc là, ça me permettra de trouver l'hypoténuse de mon triangle ici. OK, donc je vous épargne l'algèbre, là. Vitesse de la rondelle 2 finale, on obtient 0,8392 mètres par seconde. OK, ça, c'est ma vitesse finale. C'est l'hypoténuse qui est là. Je peux la prendre et revenir la plugger ici. Hein, donc comme ça, il va me rester un seul inconnu, vitesse V1x. Donc, vitesse V1 initiale en x. Je vous épargne l'algèbre, là, on fait juste le plugger dans l'équation en haut. Ça donne 1,157 mètres par seconde. Voilà. Donc, de cette façon-là, j'ai déterminé là, mes inconnus. Ensuite, ça répond pas encore à la question, parce que je vous rappelle que la formulation de la question, c'est trouver le vecteur vitesse finale de la seconde rondelle et trouver le vecteur vitesse initiale. Donc, trouver un vecteur, il faut l'exprimer sous forme vectorielle. Donc, ce qu'on va dire, c'est vitesse 2 finale. Donc, ça, c'est ce qu'on cherche à la question A. Il faut que j'exprime le vecteur. OK? Donc, exprimer le vecteur, ça veut dire qu'il va falloir donner sa vitesse en x fois le vecteur unitaire i plus sa vecteur vitesse finale en y fois le vecteur unitaire j. Okay? Comme on faisait là, quand on était en vectoriel. Donc, si je retourne voir mon petit triangle, là, maintenant j'ai ce qu'il faut pour trouver V2Fx et V2Fy. Hein, juste besoin de prendre mon hypoténuse, que je connais, multiplier par cos de 50 pour trouver V2Fx et multiplier par sin de 50 pour trouver V2Fy, comme j'ai fait dans le fond là, dans mes quantités de mouvement. Donc, ce que je vais dire, c'est que en x, ce sera 0.8392, ça c'est mon hypoténuse, fois cos de 50. Et la direction de ça, c'est en x. Donc, c'est vecteur unitaire i. Et faites attention au signe. Ici, c'est-tu positif ou négatif? Ça va être positif parce qu'on va vers la droite. Vers la droite, c'est vers les x positifs. Donc, on est correct. C'est i positif. Pour ce qui est de la composante en y maintenant, on va faire hypoténuse, 0.8392 fois sin de 50 en y, c'est j. Attention au signe.
on s'en va vers le bas. Vers le bas, c'est vers les Y négatifs. Y négatif, donc, on va enlever le plus, c'est un signe négatif. OK? Donc là, on fait le calcul de ces deux choses-là. J'obtiens 0.5394 I moins 0.6429 J. On met tout ça en parenthèse. Un vecteur, ça a aussi des unités. C'est un vecteur vitesse, donc c'est des mètres par seconde. Et voilà la réponse A. En B, c'est essentiellement la même réponse, mais là, on cherche le vecteur vitesse initiale de la première rondelle. Donc, on cherche V1 initial, vecteur. Donc là, c'est la même chose, mais en beaucoup plus simple. Parce que ma rondelle 1 initiale, avant la collision, se déplaçait seulement vers la droite, seulement en x positif. Et donc, cette vitesse en x-là, ben, c'est ce qu'on a trouvé tantôt, là, 1.157. Donc, je n'ai pas besoin de faire de calcul. Juste besoin de dire que la vitesse sera 1.157 I, vecteur unitaire parce que c'est en x, positif parce que ça va vers la droite, et on termine, c'est des mètres par seconde, c'est les unités. Voilà. Troisième problème. Partant du repos, à t égale à 0, un disque de 60 cm de rayon, 70 cm de rayon, se met à tourner avec une accélération angulaire constante. Après un certain temps, un point situé à une distance de 60 cm de l'axe de rotation possède une accélération de 3,2 mètres par seconde carré orientée à 30 degrés par rapport à la direction radiale, comme on peut voir sur le schéma. Trois petites questions. Première question, n'allons pas trop vite, là, juste calculer l'accélération angulaire du disque. Je lirai les autres questions tantôt, pas nécessaire de s'y attarder. Donc, l'accélération angulaire du disque. Pour faire ça, pour trouver l'accélération angulaire, on sait que, puis ça c'est une petite équation qui est dans la feuille de formule, là, l'accélération angulaire, on sait que c'est l'accélération tangentielle divisée par R. R étant la distance qui sépare l'axe de rotation de l'endroit où je regarde. Donc là, faire attention, ce petit R-là, ce n'est pas nécessairement le rayon du disque. Donc moi, c'est ce que je veux utiliser pour trouver l'accélération angulaire. C'est ça qu'on me demande. Donc, pour trouver l'accélération angulaire, ben, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin de l'accélération tangentielle et j'ai besoin de petit r. Petit r, comme je répète, c'est la distance entre l'axe de rotation, qui est le centre, et l'endroit où je regarde. L'endroit que je regarde, c'est ça. Là. C'est le point qui est là. Donc, mon petit r va être de 60 cm et non pas de 70 cm. Donc, petit r, c'est beau, je l'ai, ça va assez bien. Mais l'accélération tangentielle, elle, va falloir être un peu plus astucieux. Parce qu'ici, on me donne l'accélération totale, l'accélération résultante du point qui est là. Donc, cette accélération-là, on sait qu'elle est composée de deux composantes d'accélération. Une composante d'accélération qui pointe vers le centre, qu'on appelait accélération centripète, et une accélération qui pointe, comme ceci, vers la gauche, qui, elle, représente l'accélération tangentielle. Voilà. Donc, je vais devoir utiliser cette accélération totale-là. Je vais vous refaire le schéma ici. Mon accélération totale, on me le dit dans l'énoncé, c'est 3,2. Donc ça, c'est comme l'hypoténuse de mon triangle. L'accélération centripète, c'est le vecteur qui pointe vers le bas, donc vers le centre de la trajectoire. Ça, c'est mon accélération centripète. Et mon accélération tangentielle, c'est la base du triangle ici, là. Accélération tangentielle. Je sais que j'ai un angle de 30 degrés par rapport à la verticale, c'est donné dans l'énoncé. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est que je peux trouver tout de suite, grâce à mon triangle ici, l'accélération centripète, ça va être 3,2 cos de 30, et l'accélération tangentielle, ce sera 3,2 fois sin de 30. OK, ben on pitonne ça, ça donne 2,771 et 1,6. Très bien. Un coup que j'ai ça, ben c'est beau, je peux revenir ici, trouver mon accélération angulaire. Donc, tangentielle, c'est 1,6, divisé par le petit r de 0,6. Pas oublier de mettre en mètres. Et donc, on trouve notre réponse. OA, 2,667 radians par seconde carré. Et voilà. Ensuite, on arrive au B. Calculer la vitesse angulaire du disque à l'instant illustré ci-dessous. Donc ça veut dire, au moment que l'accélération pointe dans cette direction-là, quelle est la vitesse angulaire du disque?
Parce qu'il faut comprendre que l'accélération angulaire du disque est en train de changer. Donc, moi, je veux juste ce moment-là, quand j'ai telle accélération, quelle est la vitesse angulaire. Pourquoi la vitesse angulaire est en train de changer? Eh bien, je vous rappelle que l'accélération centripète, c'est égal à R fois oméga carré. Accélération centripète est égale à 0,6 fois vitesse angulaire au carré. La vitesse angulaire va changer parce que l'accélération centripète change. L'accélération centripète, en ce moment, là, je l'ai trouvé en A, c'est 2,771. Cette accélération centripète-là est en train de changer parce que aussitôt que mon disque a ralenti, ça veut dire que j'ai pas la même vitesse de rotation, ça veut dire que mon accélération centripète, et donc nécessairement ma vitesse angulaire va changer elle aussi. Okay? Donc, c'est bon. Là, j'ai ma petite équation. Finalement, c'est assez direct comme problème. Là, hein? On cherche à isoler oméga, vitesse angulaire. À cet instant-là, on trouve 2,149 radians par seconde. C. Ah non, excusez-moi, il n'est pas en train de ralentir, il est en train d'accélérer. Ben oui, j'ai inversé, là. Je me suis mélangé avec un autre problème. Le disque est en train d'accélérer. À t égale à 0, il partait du repos. Donc c'est ça, on n'avait pas de vitesse initialement, puis on va de plus en plus vite. Donc la vitesse augmente. OK. C'est à quel temps t est-ce que le disque possède l'accélération montrée sur le schéma? Bon, même chose, cette accélération-là va être vraie pour un seul bref instant, parce qu'on va de plus en plus vite, donc la vitesse change, donc l'accélération centripète change en rapport à l'accélération tangentielle. Donc, ce vecteur accélération totale-là est vrai seulement pour cet instant-là que je vois en ce moment. OK, donc pour faire ça, eh bien, ça va être une équation du RUA. Parce que je sais qu'initialement, je n'avais pas de vitesse angulaire. Donc, oméga 0, c'est 0. Oméga final, à l'instant que je regarde, ben, je viens de le calculer, c'est 2,149. Mon accélération angulaire, je l'ai trouvé en A, c'est 2,667. Et je cherche le temps auquel toutes ces conditions sont respectées. Donc, pour trouver ça, ben, on va utiliser la première équation du RUA. Donc, oméga égale à oméga initial plus accélération fois le temps t. Donc, 2,149 égale à 0 plus 2,667 fois le temps t. Mon inconnu, c'est t. Je l'isole et je trouve la réponse 0,8058 secondes. Et voilà. Prochaine question. Une personne monte un seau d'eau de 5 kg du fond d'un puits à l'aide d'une manivelle fixée à un cylindre plein autour duquel s'enroule une corde. Sachant que le cylindre a une masse de 10 kg, un rayon de 30 cm et que la manivelle a une masse négligeable, la manivelle c'est le bout qui est ici, le bout de bois, là, masse négligeable, et une longueur de 50 cm, quelle est la norme de la force F, qu'on voit ici, qu'une personne doit exercer perpendiculairement au bout de la manivelle pour soulever le seau avec une accélération de 0,5 mètres par seconde carré. OK, très bien. Première chose à faire, c'est pas demander dans l'énoncé, mais je vous le dis, c'est un réflexe que vous voulez avoir à l'examen, c'est de se faire un système d'axe. Donc, ma poulie qui est pas tout à fait droite. Voilà, ça c'est mieux. Mon axe de rotation est en plein centre. Puis, on veut monter le seau. Donc, si je veux monter le seau, petit truc rapide, on va mettre un axe X dans le sens du mouvement. Ça veut dire que je vais prendre un axe X vertical pour le seau. Mais ça veut aussi dire que pour la poulie, le cylindre qui est en train de tourner, je vais aussi prendre un système d'axe qui fit avec sa rotation. Donc, on voit que si le seau d'eau monte, c'est parce que la poulie est en train de tourner en sens anti-horaire. Donc, c'est le sens de mon axe ici. Bon, ça c'est fait. Ensuite, ce que je peux faire, c'est commencer par venir trouver la tension dans la corde. Et comment je peux le faire? Eh bien, le seau, je sais qu'il subit deux forces. FG seau et tension dans la corde vers le haut. On m'a donné dans l'énoncé tout ce qu'il me faut pour trouver la tension dans la corde parce que je connais l'accélération, je connais la masse du seau. Donc, si j'applique la deuxième loi de Newton
de translation sur le seau d'eau. Donc, masse du seau fois l'accélération tangentielle du seau. On a la tension qui est positive, moins masse du seau fois G, égale à masse du seau fois l'accélération X. Donc, voyez-vous, ma tension, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver, là. Donc, ça va être T moins 5 fois 9,8 est égal à 5 fois l'accélération de 0,5 qui est donnée dans l'énoncé. Donc, on isole la tension, je trouve 51,5 newton. Bonne première chose de faite. Deuxième chose à faire, eh bien, ce sera la deuxième loi de Newton, mais de rotation. La deuxième loi de Newton de rotation, je vous rappelle que c'est ceci. Somme des moments de force est égale au moment d'inertie du cylindre multiplié par son accélération angulaire. Donc, pour appliquer ça, il faut que j'aille voir quelles sont les forces qui agissent sur la poulie, sur le cylindre. Donc, tout d'abord, on a une force gravitationnelle qui agit en son centre, force gravitationnelle sur le cylindre. Il y a donc nécessairement une force normale ou une force support là, qui retient le cylindre. Hein? C'est l'espèce de tige là, de métal qui passe en plein centre. Ensuite, on a la tension dans la corde qui est appliquée sur l'extrémité droite du cylindre, pointe vers le bas. Et finalement, on a la force faite par la manivelle, mais la force faite par la manivelle, elle est comme ceci, dans cette direction-là, force F. C'est une force quand même qui s'applique sur le cylindre par l'intermédiaire de la manivelle, mais c'est essentiellement une force qui va aider à faire tourner le cylindre, donc c'est pour ça qu'on la compte comme étant là, une force qui va créer un moment de force. Donc, j'ai essentiellement 4 forces qui agissent sur le cylindre, donc j'aurai 4 moments de force à additionner. Moment de force de la manivelle, plus moment de force de la force gravitationnelle, plus moment de force de F support, plus le moment de force de la tension dans la corde. Moment d'inertie, c'est le moment d'inertie du cylindre. Donc là, on s'en va voir dans la feuille de formule. Dans le cas d'un cylindre, c'est 1/2 masse du cylindre fois le rayon du cylindre au carré. Ensuite, je vais aussi en profiter pour directement remplacer mon alpha, l'accélération angulaire, par ce que ça vaut, son équivalent linéaire. Son équivalent linéaire, c'est AX divisé par rayon du cylindre. Donc, je le remplace tout de suite ici. Là. Oups. Accélération linéaire sur R. Donc, du côté droit de l'équation, vous voyez qu'on a un R au dénominateur qui annule le carré là, qui est au numérateur. Voilà. OK, donc je reviens du côté gauche de mon équation. Je vous rappelle qu'un moment de force, c'est donné par la plus ou moins la force fois la distance R fois sin de phi. Donc là, on peut toujours se poser comme question, j'ai-tu des moments de force qui valent 0? Oui, j'en ai 2. Celui-ci vaut 0 et celui-ci vaut 0. Les deux pour la même raison, c'est que ce sont deux forces, FGC puis F support, qui sont appliquées au centre du cylindre. Appliqué au centre du cylindre, ça veut dire que R égale à 0, et quand R égale à 0, ben, tout mon moment de force vaut 0. Donc ces deux forces-là ne feront pas tourner le cylindre, c'est ça que ça veut dire. Les deux autres, par contre, oui. Donc la première, ce sera plus ou moins la force de manivelle fois R fois sin de phi. Bon, là, je vais leur mettre des petits indices juste pour qu'on réalise que c'est pas tout le temps la même distance. Okay? Je vais y revenir dans un instant. Le moment de force de la tension, ça va être plus ou moins la force de tension fois R tension fois sin de phi de la tension. Égal. 1/2. Masse du cylindre, c'est donné dans l'énoncé, c'est 10. Il me reste un rayon quand même du côté droit de l'équation. Le rayon, c'est 30 cm, donc 0,3 m. Fois AX. AX, je le connais, hein? C'est la même accélération que celle du seau d'eau qui est donnée dans l'énoncé, qui est de 0,5. Okay? Bon. Côté droit, ça va, c'est des chiffres. J'aurais pas besoin de revenir là-dessus. OK. Là, mes moments de force. Allons voir tout d'abord les signes. Okay, j'ai deux signes à choisir, là, le signe du moment de force de manivelle et le signe du moment de force de la tension. Je reviens à mon schéma. Commençons par la force de la manivelle. Voyez-vous la manivelle, là, imaginons que la personne qui fait une force sur la manivelle, mettons que c'est elle qui gagne. Là.
La manivelle aurait donc tendance à faire tourner le cylindre dans cette direction-là, en sens anti-horaire. Sens anti-horaire selon mon système d'axe que j'ai choisi au début, ben c'est mon sens positif. Donc, prendre ça positif. Plus F fois RF. Bon, RF, c'est la distance entre le centre de rotation et l'endroit où est appliquée la force. Le centre de rotation il est dans le centre du cylindre. Et l'endroit où est appliquée la force, c'est au bout de la manivelle, ici. Donc, quelle est la distance entre ces deux points-là? Ben, c'est la longueur de la manivelle, c'est-à-dire 50 cm. Donc, ce sera 0,5. Ce ne sera donc pas le rayon du cylindre. Toujours faire attention à ça. Fois sin de phi pour la force. Bon, sin de phi de la force, c'est l'angle entre la distance. Là, on a déjà dit que ma distance, c'est la manivelle. Et la force est comme ça. Donc, l'angle qui est ici, c'est un angle de 90. Donc, sin de 90. Plus ou moins tension. OK, allons voir la tension maintenant. La tension, si on s'imagine que c'est elle qui gagne, ça aurait tendance à faire tourner le cylindre en sens horaire. Sens horaire, selon mon système d'axe, c'est le sens négatif. Donc, négatif. La tension, je l'ai trouvée juste avant. Hein? Souvenons-nous, là, quand j'ai fait ma deuxième loi de Newton, j'ai trouvé tension qui vaut 51,5. RT, là, c'est la distance entre le centre de mon cylindre et l'endroit où est appliquée la tension. Donc, c'est cette distance-là. Là. Ça, ce coup-ci, ça correspond au rayon du cylindre. Donc, le rayon du cylindre, on me donne 30 cm. Donc, fois 0,3. Fois sin de phi tension. Phi tension, ben, c'est 90. Hein, parce que mon rayon est horizontal, la tension est verticale. Donc, 90. OK? Bon. Ça va. Je peux... ouais, ça, je vais... Ça me donne 1,5 fois 0,5. 1,5 fois 10 fois 0,3. Ouais, c'est ça. On est rendu là. C'est bon. Côté gauche, je peux le simplifier encore une fois, là. Donc ça, c'est tout simplement 0,5 fois F, parce que sin de 90, ça donne 1. Moins... Bon, tout ce gros machin-là, ça vaut 50... Ah ouais, je ne l'ai pas calculé sur ma feuille. Bon, c'est pas grave. Je vais juste le retranscrire comme ceci. Ça donne 0,75. Bon. OK, on isole F. Je vous épargne les dernières étapes. Ça donne 32,4 Newton. Et voilà. Numéro 4, terminé. Numéro 5. On soulève une masse de 5 kg initialement au repos à l'aide d'un moteur. Le moteur reste immobile. Donc lui, il ne bouge pas. Là. Il va rester là en place. Puis il va tirer sur la corde, se faisant tourner la poulie et monter là, la masse. On donne le moment d'inertie directement, donc je n'aurai pas besoin de la calculer. C'est 0,2. Un rayon de 30 cm. La masse est accélérée sur les 2 premiers mètres jusqu'à une vitesse de 1 mètre par seconde en 4 secondes. Et après ça, la masse est montée à vitesse constante. En A, calculer la puissance moyenne fournie par le moteur lors de la période d'accélération. Donc, la période d'accélération, là, c'est pendant les 4 premières secondes. Okay? Parce qu'on part du repos, puis on accélère jusqu'à 1 mètre par seconde en 4 secondes. Et cette distance d'accélération-là, c'est 2 mètres. OK. Donc, comment on va faire ça? Eh bien, déjà, il faut comprendre que quand on demande une puissance moyenne, c'est une variation d'énergie par unité de temps. Bon. Le delta T, on le sait déjà, c'est 4 secondes, hein, c'est donné directement dans l'énoncé. Mais le delta E, ça, c'est moins évident. Donc, delta E, c'est quoi? C'est la variation d'énergie du système. Okay? Le moteur, qu'est-ce qu'il fait? Ben, il crée une rotation de la poulie, puis il crée un mouvement de translation pour le bloc. Ça veut dire qu'il va fournir de l'énergie cinétique, mais il va aussi fournir de l'énergie potentielle gravitationnelle, parce que le bloc est en train de monter. Okay? Donc, on fera le détail après, mais delta E, mathématiquement, ça serait E final moins E initial. Okay? E initial, c'est 0, parce que initial... Ben, on peut supposer que mon bloc était au sol, donc pas d'énergie potentielle gravitationnelle, et il n'y a rien qui bougeait, donc pas d'énergie cinétique initiale.
Et E, c'est l'énergie mécanique qu'on appelle. L'énergie mécanique, ça comprend l'énergie cinétique et ça comprend l'énergie potentielle gravitationnelle et élastique aussi, mais ici, on n'a pas de ressort. Là. Donc, c'est tout simplement UG final. Je vais écrire U final. Donc, c'est ça que je veux calculer. Énergie cinétique finale. Je vais avoir l'énergie cinétique de translation du bloc qui est en train de monter. Ça, c'est simplement une demi-masse fois vitesse au carré. Mais je vais aussi avoir l'énergie cinétique de rotation de la poulie ou du cylindre. Ça, c'est une demi moment d'inertie fois vitesse angulaire finale au carré. Et mon UF, là, c'est l'énergie potentielle gravitationnelle. Donc, ça, c'est dû à la hauteur du bloc final. Donc, masse de B fois G fois Y final. Voilà. OK, donc je peux remplacer par ce que je connais. Une demi, masse de 5, fois vitesse finale, c'est 1. C'est donné dans l'énoncé. Hein. On nous disait la masse est accélérée sur les 2 premiers mètres jusqu'à une vitesse de 1 en 4 secondes. Donc, je le connais, ça va, une demi. Moment d'inertie, il est donné directement dans l'énoncé aussi, même pas besoin de le calculer. C'est merveilleux. Pour ce qui est de la vitesse angulaire, oméga F, là, n'oublions pas que oméga F, je peux le transformer avec mon équation pour avoir son expression en mode linéaire. Mode linéaire, c'est égal à vitesse finale divisé par rayon du cylindre dans ce cas-ci. Donc, je vais le remplacer directement là, parce que ça vaut. Vitesse linéaire, on a dit que c'était 1, donc 1 au carré. Puis, rayon du cylindre, on a dit que c'était 30 cm, donc 0.3 au carré. Je les mets tous les deux au carré parce que oméga F, il est au carré lui-même. Okay. Plus masse du bloc qui est 5 fois 9.8 fois la hauteur finale. Bien là, on nous dit qu'elle est accélérée sur les 2 premiers mètres. Donc, hauteur finale, ben, c'est 2 mètres. Je l'ai monté de 2 mètres. Voilà. Donc ça, beau gros, belle grosse ligne qu'on peut pitonner. Ça me permet de trouver variation d'énergie de 101,61 joules. Avec ça, ben là c'est beau, je peux revenir ici. Je plug ça dans ma puissance moyenne. Ça va être égal à 101,61 divisé par l'intervalle de temps de 4 secondes. Voilà. On fait le calcul de ça et ça donne 101,6. Non, ben non. 24. Non, 25,4. Voilà. Le A est fait. B maintenant. Calculer la puissance instantanée développée par le moteur pendant que la masse est montée à vitesse constante. OK, très important, les mots vitesse constante. Hein? Ça, là, il faut que ce soit un réflexe dans votre tête. Là. Vitesse constante, ça veut dire pas d'accélération. C'est super important. Puis là, on demande la puissance instantanée. La puissance instantanée que le moteur doit fournir dans le monde angulaire, ça va être le moment de force fait par le moteur multiplié par la vitesse angulaire à laquelle la poulie tourne. Okay? Bon. Pour trouver le moment de force du moteur, il faut qu'on aille faire la somme des moments de force sur la poulie parce qu'on ne sait pas ça va être quoi la force du moteur techniquement. Là. Donc, allons-y. La poulie est là. La poulie subit une force gravitationnelle vers le bas, fournit une force F support vers le haut, fournit F moteur, là, il est ici. Là. F moteur tire sur le cylindre du côté gauche vers le bas. Puis, on a la tension dans la corde qui est due au seau d'eau qu'on est en train de monter. Ça, c'est tension. Voilà. Un peu plus bas, il y a bien sûr le bloc. Le bloc, lui aussi, subit une tension et une force gravitationnelle. Bon, en fait, ouais, là, je mélange les noms. Là, c'est pas un seau d'eau, c'est une masse, c'est un bloc. On lève une masse quelconque. On va l'appeler FG. On va l'appeler FG bloc, tiens. OK. OK. Donc, comme tantôt, je veux commencer par le bloc que je suis en train de lever parce que je peux appliquer la somme des forces linéaires. Donc là, vous voyez, j'ai moi-même pas suivi mon propre conseil. Commence par un système d'axe.
Donc, mon bloc va monter, donc je vais prendre mon axe X vers le haut. Ceci nécessite donc un sens de rotation positif anti-horaire pour la poulie. Bon, ça c'est bon. Là, j'ai dit vitesse constante. Vitesse constante, ça veut dire pas d'accélération. Du côté gauche de l'équation, j'ai la tension qui est positive et j'ai masse du bloc fois G égale à 0. Donc la tension va être égale à la masse du bloc qui est 5 fois 9,8. Donc la tension dans la corde, c'est bon. C'est 49 newtons, tout simplement. Avec ça, ben là, je peux aller faire somme des moments de force, c'est égal à moment d'inertie fois accélération angulaire. Mais pas d'accélération, ça veut dire pas non plus d'accélération angulaire. OK, donc ça aussi, ça vaut 0. Côté gauche de l'équation. Bon, ça en vient habitué, là. Hein, moment de force de F moteur, plus moment de force du poids sur le cylindre, plus moment de force de F support, plus moment de force de la tension dans la corde. Tout ça doit être égal à 0. Je sais que le moment de force FGC, c'est 0. Je le sais que le moment de force F support, c'est 0, car R égale à 0. Hein? Ça aussi, on commence à être habitué. Là, quand les forces sont appliquées directement sur l'axe de rotation, il n'y a pas de moment de force. Il faut l'écrire quand même, puis il faut me le justifier quand même dans l'examen, parce que moi, je veux que vous me montriez que vous comprenez. Donc, il faut le montrer, il faut le justifier. Il ne faut pas juste oublier que FG existe et que F support existe, parce qu'ils sont là. Okay? Bon, moi, je vous rappelle que je veux moment de force moteur. Ça ici, là, pour pouvoir l'insérer dans mon équation. Donc, mon moment de force moteur, c'est mon inconnu. Je le laisse comme ça. Je ne veux pas le décomposer, parce que je cherche moment de force. Je ne cherche pas la force toute seule. Par contre, pour ce qui est de la tension, ça, je vais la décomposer. Ici, ce sera négatif. T fois R fois sin de 90. Bon, je l'ai fait vite, là. On va retourner expliquer un petit peu. Déjà, j'ai pris négatif, parce que vous voyez que la tension, si elle gagne, là, hein, elle ferait tourner la poulie en sens horaire. Sens horaire, selon mon système d'axe, ben, c'est le sens négatif. La grandeur de la force, c'est T. La distance entre l'axe de rotation et l'endroit où est appliquée ma force correspond effectivement ici au rayon du cylindre. Et l'angle, ben là, on commence à être habitué, ça aussi, c'est 90 avec la tension. Donc voilà, il me reste tout simplement à pitonner ça. Moment de force fait par moteur, ben c'est T fois R fois sin de 90. T, je l'ai trouvé juste avant dans mon équation de deuxième loi de Newton de translation. 49 fois le rayon qui vaut 0,3. Donc le moment de force fait par le moteur, c'est 14,7 newton fois mètre. C'est bon, je prends ça. Je peux revenir ici en haut et je le plug ici. 14,7 fois vitesse angulaire. Ah, je ne connais pas la vitesse angulaire, mais je peux remplacer vitesse angulaire par son équivalent linéaire. Son équivalent linéaire, c'est vitesse sur rayon du cylindre. OK? Et ma vitesse, c'est une vitesse constante de 1 mètre par seconde qui est donnée dans l'énoncé. Donc 1 divisé par le rayon du cylindre, 30 cm, comme ceci. On trouve donc la puissance du moteur de 49 watts. Voilà. Ça, c'est la puissance instantanée faite par le moteur. Prochain exercice. On ne lâche pas. Il en reste 2. Numéro 6. Lors d'un plongeon, un athlète rapproche ses bras et ses jambes de son corps. Son moment d'inertie par rapport à un axe passant par son centre de masse passe de 12 à 7,5 kg/m². La vitesse angulaire du plongeur autour de son centre de masse avant d'avoir approché les bras est de 18 radians par seconde. Calculez sa nouvelle vitesse angulaire autour de son centre de masse après avoir replié les bras et les jambes. Bon, là ici, déjà, il faut comprendre que dans une situation comme ça, le moment d'inertie de la personne va changer. Hein, c'est même donné dans l'énoncé. Et donc, si le moment d'inertie change, ça veut aussi dire que sa vitesse de rotation va changer. Hein, pensez au patineur là, qui tourne sur lui-même et qui rapproche ses bras. Bien, plus il rapproche ses bras, plus il va tourner rapidement sur lui. OK? Bon, c'est la même chose qui se passe, c'est juste que là, c'est un plongeur là, qui tourne. Donc, pour faire ça, ben, notre loi, c'était la conservation du moment cinétique.
Ça, c'est L initial est égal à L final. Et chaque L, c'est moment d'inertie fois vitesse angulaire. Moment d'inertie fois vitesse angulaire. Voilà. Donc, dans l'énoncé, on me donne tout ce qu'il faut. C'est super simple, ça, comme exercice. Moment d'inertie initial, on me dit 12. Vitesse angulaire initiale, on me dit 18. Moment d'inertie finale, on me dit 7,5. Et vitesse angulaire, ben, c'est justement ce que je cherche, la vitesse angulaire après avoir approché les bras. Donc, c'est vitesse angulaire finale. Donc, on isole, on obtient 28,8 radians par seconde. Voilà, tout simplement. Question B maintenant. On me demande, est-ce que l'énergie cinétique du plongeur avant et après qu'il ait replié les bras et les jambes est conservée? Et on nous demande d'expliquer. OK. Donc, allons-y. Calculons l'énergie cinétique initiale. L'énergie cinétique initiale, ce sera l'énergie cinétique initiale de rotation. Donc, c'est ceci qu'on doit calculer. Donc, c'est 1/2. Moment d'inertie initiale aussi, bien sûr. Donc, c'est 12 fois 18 au carré. On fait le calcul, ça donne 1944 joules. Énergie cinétique finale. Bon, là, on fait la même chose, mais avec les valeurs de moment d'inertie et de vitesse angulaire finale. Donc, ce sera 1/2 fois 7,5 fois 28,8 carré. On fait le calcul, on obtient 3110 joules. Donc, est-ce que l'énergie cinétique de rotation du plongeur est conservée? Non. Initialement, j'avais moins d'énergie cinétique qu'après. Donc, d'où provient cette énergie cinétique-là? Eh bien, ça a été rajouté dans le système par le plongeur. Parce que le plongeur, là, lui, il doit effectuer une force pour rapprocher ses bras. Parce que par inertie, techniquement, ses bras voudraient rester allongés. Et donc là, lui, il force pour ramener ses bras et ses jambes le plus près de son centre de rotation. Donc en forçant comme ça, il fait un travail positif. Et le travail positif, c'est synonyme de rajouter de l'énergie dans le système. Et c'est de là que vient là, cette augmentation d'énergie cinétique. Voilà. OK, dernier numéro, le numéro de la cloueuse. Donc, une cloueuse pneumatique est utilisée pour renfoncer un clou de 1,2 kg, 1,2 g, pardon, ayant une longueur de 8 cm avec une tête de 0,5 cm de diamètre dans une planche de bois. Cette cloueuse pousse verticalement le clou vers la planche à l'aide d'une force maximale de 1,15 N, incluant la force gravitationnelle, mais qui varie dans le temps tel qu'illustré sur le graphique A, graphique en bas à gauche. Après cette poussée, le clou s'enfonce dans la planche sous une résistance, incluant la force gravitationnelle encore, telle qu'illustrée sur le graphique B. Sachant que l'ouvrier manipulant la cloueuse déplace celle-ci vers le bas à une vitesse de 0,4 m par seconde au moment où le clou est poussé, donc ça c'est comme la vitesse initiale du clou, là. Est-ce que le clou va complètement s'enfoncer dans la planche sur ses 8 cm? Bon, ok. Là, quand on lit ce problème-là, on dirait que ça s'en va dans toutes les directions en même temps. Donc, on va décortiquer là, morceau par morceau, c'est quoi l'information qu'on a. Déjà, il faut comprendre que le premier graphique, ça c'est la force que la cloueuse fait sur le clou pour accélérer le clou. Hein, c'est ça que ça fait une cloueuse, là. La cloueuse, au départ, elle prend un clou qui est arrêté et elle va lui donner une vitesse en faisant une force dessus. Donc, ce premier graphique-là, force en fonction de temps, va me permettre de trouver la vitesse du clou quand celui-ci va sortir de la cloueuse. Donc, on va se concentrer là-dessus pour le moment. On fera les étapes d'après après. OK? Donc, première étape, avec ce graphique-là, on trouve la vitesse finale du clou. Quand le clou il sort de la cloueuse, il va à quelle vitesse? Après ça, on verra ce qu'on fait avec le graphique B. Bon, pour faire ça, c'est bien beau, mais moi j'ai un graphique de force en fonction du temps. Qu'est-ce que je fais avec ça pour trouver la vitesse finale? Bon. Quand on a un graphique de force en fonction de temps, on l'a vu à la fin du chapitre 3, l'air sous la courbe d'un graphique de force en fonction du temps, ça donne l'impulsion. Okay? Et l'impulsion, elle, je peux la relier ultimement à la vitesse. Donc, c'est ça qu'il faudra qu'on fasse. Donc, j'écris ce que je viens de dire, là. Graphique A.
Mon aire sous la courbe correspond à l'impulsion, J. Ici, il faut comprendre que c'est un problème qui se passe verticalement. Là, okay? On s'imagine là, que le clou va être éjecté vers le bas par la cloueuse et elle va ensuite rentrer dans la planche toujours verticalement. Donc, tout se passe vertical en Y. Bon. Mon aire sous la courbe, c'est l'impulsion. Et donc, je vais commencer par calculer cette aire sous la courbe-là. Okay? C'est un trapèze, comme vous pouvez voir. Le trapèze qui a une grande base égale à 60 millisecondes et une petite base égale à 30 millisecondes, puis une hauteur égale à 1,15. Donc, je fais l'aire du trapèze, tout simplement. Grande base, c'est 60 millisecondes, qu'on n'oublie pas de mettre en secondes, parce que sinon, je n'aurai pas les bonnes unités. Donc, c'est grande base plus petite base, qui est 30 millisecondes, multiplié par la hauteur du trapèze, on avait dit 1,15 newton, divisé par 2, parce que c'est ça l'équation de l'aire d'un trapèze. Si vous n'êtes pas à l'aise avec l'aire d'un trapèze, là, vous auriez pu faire l'aire de 2 triangles plus l'aire d'un rectangle au centre. Là, c'est correct aussi. Mais bon, je pense que c'est plus rapide de le faire directement avec le trapèze. Donc, on calcule ça, ça donne 5,175 fois 10 à la moins 2. C'est une impulsion, donc c'est des kilogrammes fois des mètres par seconde. OK, c'est beau, j'ai trouvé mon impulsion. Mais je vous rappelle qu'une impulsion, c'est quoi? C'est une variation de quantité de mouvement. Donc, une variation de quantité de mouvement, c'est quantité de mouvement finale moins quantité de mouvement initial. Donc, ça, ce que ça veut dire, c'est que mon 5,175, c'est de cette façon-là là, que je vais réussir à trouver la vitesse finale. Donc, la vitesse à laquelle mon clou sort de la cloueuse. Parce que la quantité de mouvement finale, c'est masse fois vitesse finale. Puis la quantité de mouvement initial, c'est masse fois vitesse initiale. OK? Donc, 5,175, 10 moins 2, égale. Masse du clou, c'est 1,2 grammes. Donc, n'oubliez pas de mettre ça en grammes. 0,012, ouvre la parenthèse. Je mets en évidence la masse ici. Là. Donc, ça va être vitesse finale moins la vitesse initiale. Là, faisons attention par contre, parce que dans l'énoncé, on me donnait une vitesse initiale. Hein, on dit, sachant que l'ouvrier manipulant la cloueuse déplace celle-ci vers le bas à une vitesse de 0,4 mètres par seconde. Ça veut dire que si la cloueuse allait à 0,4 mètres par seconde avant que le clou soit éjecté, ça veut dire que nécessairement le clou avait lui-même une vitesse de 0,4 mètres par seconde avant d'être éjecté. Donc, je cherche vitesse finale et je trouve 43,525, on va l'écrire comme ça, mètres par seconde. OK. Ça, c'est la vitesse du clou quand il sort de la cloueuse. Là, la prochaine étape, c'est de comprendre que le clou, il va éventuellement commencer à rentrer dans la planche. Donc là, la planche va être une résistance pour le clou. Donc, plus le clou rentre dans la planche, plus il pénètre à l'intérieur de la planche, plus le clou va ralentir. Hein, parce que c'est une force de résistance. On pourrait voir ça comme étant une grosse force de frottement. Là. Et le frottement s'oppose au déplacement du clou. Donc, c'est un peu ça que la planche fait. Là. Donc, la planche va faire une force sur le clou selon la position du clou. Donc, voyez-vous, là, c'est plus selon le temps, c'est selon la position du clou. Là. Donc, évidemment, plus le clou rentre dans la planche, plus la résistance, ou le frottement, si vous voulez, devient grand. OK? Tellement que rendu à 8 cm, qu'est-ce qui se passe? Là, pouf, soudainement, la force de résistance augmente brusquement. Pourquoi? C'est parce que je vous rappelle que le clou a une longueur de 8 cm. Et au bout du clou, vous avez déjà vu un clou, là, ça a une tête qui est plate. Et donc, quand la tête qui est plate arrive pour frapper la planche, là, la résistance devient soudainement plus grande. Hein, parce que la tête du clou bloque là, ce mouvement-là. Donc, c'est ce qui explique là, le graphique qui est là. Donc, ce que je dois faire, c'est que je dois utiliser ce graphique-là pour vérifier si le clou est capable de rentrer sur les 8 cm au complet. C'est ça la question. Là. Est-ce que le clou va complètement s'enfoncer dans la planche ou bien s'il va s'arrêter avant? OK? Donc là, on a la vitesse du clou quand il sort. Ce que je veux, c'est calculer est-ce qu'il reste de la vitesse au clou quand il s'est enfoncé de 8 cm. Si j'arrive à trouver que le clou
possède encore une vitesse quand il s'est enfoncé de 8 cm, ben c'est parce qu'on est sûr qu'il va s'enfoncer au complet. Puis limite, même, il va peut-être continuer à s'enfoncer un petit peu. Par contre, si je me rends compte que à 8 cm, le clou ne possède pas de vitesse, ben ça veut probablement dire qu'il s'est arrêté juste avant. OK? Donc, j'utilise ce graphique-là pour trouver la vitesse finale du clou, rendu ici à 8 cm. OK. Encore une fois, on se pose la question, comment on fait ça à l'aide d'un graphique de force selon la position. Bon. On l'a vu aussi au chapitre 3. Quand j'ai un graphique de force en fonction de position, si je fais l'air sous la courbe, ça me donne quoi? Pensez-y 30 secondes pendant que j'écris ça. Je fais donc une aire de 0 à 8 cm. Donc, une aire sous la courbe de force en fonction du déplacement, c'est le travail. Et ici, bon, comme je vous expliquais, on peut supposer que c'est du frottement, là. Donc, on peut l'appeler là, le travail fait par le frottement ou le travail de résistance. Appelez-le comme vous voulez, c'est vraiment pas grave, là. Donc, mon aire sous la courbe, c'est le travail. OK? Puis le travail, c'est quoi? Quand on y pense, c'est une variation d'énergie. Le travail, c'est soit qu'on ajoute de l'énergie au système, soit qu'on en enlève. Ben ici, vous aurez compris qu'on en enlève. Hein, la planche, elle freine le clou. Donc, plus le clou s'enfonce, plus il est en train de ralentir parce que la planche lui enlève de l'énergie cinétique. Donc, c'est ce qu'il fallait comprendre. Maintenant qu'on a compris ça, ben c'est bon, je vais faire mon aire sous la courbe. Et là, bon, ça a une forme un peu particulière. Là. On a un petit triangle ici qui a une base de 1 cm et une hauteur de 7 newtons. Puis ensuite, on a un trapèze ici qui a une hauteur de 7 cm, une petite base de 7 newtons et une grande base de 24 newtons. Donc, finalement, là, c'est l'aire d'un petit triangle et d'un trapèze. Donc, mon petit triangle, on a dit une base de 1 cm, donc 0.01 m, fois la hauteur de 7 newtons, divisé par 2 parce que c'est un triangle, plus l'aire du trapèze. Le trapèze, on a dit qu'il avait une petite base de 7 newtons, une grande base de 24 newtons, petite base plus grande base, fois la hauteur. La hauteur, c'était 7 cm. Donc 0.07 divisé par 2 parce que c'est un trapèze. Donc, on fait le calcul, on trouve que le travail fait par la planche de bois sur 8 cm est égal à 1,12 joules. OK. Là, je veux savoir est-ce qu'il lui reste la vitesse après que mon clou ait perdu 1,12 joules. Comment je pourrais faire pour trouver ça? Ben, j'applique mon théorème de l'énergie cinétique. Le théorème de l'énergie cinétique dit que le travail va être égal à variation d'énergie cinétique. Donc le travail, c'est K final moins K initial. Donc une autre façon, je réorganise ça, là. Je pourrais... Oui, c'est ça. Je pourrais donc dire que mon énergie cinétique finale va être égale à l'énergie cinétique initiale plus le travail fait par le frottement. Bon. Là, il y a juste un petit détail que j'ai oublié de vous mentionner. C'est que ce travail-là que je viens de calculer, mon aire sous la courbe, là, j'aurais dû vous donner une aire sous la courbe qui est négative. Pourquoi? Eh bien, c'est parce que c'est un travail qui est négatif. Hein, vous vous doutez bien que la planche, elle fait un travail négatif parce qu'elle enlève de l'énergie. Donc, aussitôt, pensez à ça. Là. Aussitôt qu'on enlève de l'énergie, c'est un travail qui est négatif parce qu'on enlève de l'énergie cinétique. Donc, mon travail ici est négatif, moins 1,12. Bon, petit détail, là, j'avoue que c'est un peu de ma faute, j'aurais dû vous donner un graphique négatif. OK. Donc, K initial, c'est 1/2 masse fois vitesse initiale du clou. Travail non conservatif, c'est moins 1,12 qu'on avait dit. OK. Donc, 1/2 masse du clou fois vitesse initiale du clou, que j'ai trouvé tantôt avec mon graphique A, là, c'est 43 points machin, moins 1,12,
C'est bon. Je trouve une énergie cinétique finale. Bon, là, c'est là que ça se passe. Si je trouve quelque chose de positif, ça veut dire qu'il reste encore de la vitesse à mon clou. Puis si je trouve quelque chose de négatif, ben c'est parce qu'il n'y avait pas assez de vitesse pour s'enfoncer de 8 cm. Donc si on fait le calcul, bon, on va se rendre compte que c'est positif. Donc le chiffre n'a pas d'importance. Là, on voulait juste s'assurer que c'est positif. Là. Ça donne 0.0169 joules. Donc, c'est beau, il s'enfonce au complet. Et donc, même mieux que ça, on peut conclure qu'il va continuer à s'enfoncer encore un petit peu là, après avoir dépassé le 8 cm parce qu'il lui reste encore de l'énergie. Bon, là, je t'ai pas demandé jusqu'où, ce serait un peu difficile de le trouver, mais ça se trouverait, mais c'est pas le but. Donc, oui, il lui reste de l'énergie rendue ici, donc ça veut dire qu'il se sera effectivement enfoncé sur ces 8 cm. Et voilà, donc c'est ce qui met fin à cette formatif d'examen final. Donc là-dessus, je vous souhaite une bonne préparation et une bonne chance pour notre vrai examen final.